Avec Sophie Larmoyer, le 4 avril 1968, l'Amérique apprend l'assassinat du pasteur Martin Luther King à Memphis. Selon la version officielle, il est assassiné par un ségrégationniste blanc. 50 ans ont passé. Mercredi, des commémorations ont eu lieu un peu partout dans le pays, et notamment à Washington, là où 5 ans avant sa mort, Martin Luther King avait partagé son rêve. Vous savez, on connaît tous ce discours dans lequel il dénonçait le chèque en bois délivré aux Noirs américains. Ce discours est devenu mythique. Quand King meurt en 68, la communauté afro-américaine perd son héros, elle est dévastée et des émeutes éclatent dans une centaine de villes, dont la capitale. La colère des Noirs, confrontés aux inégalités, explose. Sur Europe numéro 1, quelques années après, Philippe Alfonsi se souvient et rappelle les archives. La réaction des populations noires à l'assassinat de Martin Luther King est immédiate. La répression aussi. 29 morts, 2500 blessés. Des maisons brûlent à Harlem, à Chicago. Le sénateur Bob Kennedy se rend en personne dans les quartiers noirs de Washington. Il doit reconnaître lui-même que cette nouvelle flambée de violence dénonce l'insuffisance de la loi. Quels sont vos sentiments, sénateur? Eh bien, je pense que c'est une grande tragédie pour les États-Unis. Et j'espère qu'à partir de tout cela, nous allons prendre les mesures qui nous permettront non seulement de maintenir l'ordre et la justice, mais aussi de faire en sorte que les injustices qui continuent d'exister dans notre pays disparaissent. Les injustices ont-elles disparu ces 50 dernières années? Qu'est devenu le rêve de Martin Luther King? Réponse ce soir avec Sonia Dridi que l'on retrouve à Washington. Bonsoir Sonia. Bonsoir Sophie. Vous avez rencontré des Américains qui se souviennent de cette nuit de chaos il y a 50 ans et 2 jours, et une femme en particulier. Oui, Virginia Ali, qui du haut de ses 84 ans a partagé ses souvenirs. Cette coquette afro-américaine a ouvert le restaurant Ben Chili Bowl avec son mari en 1958, 10 ans avant la mort de Martin Luther King. Le pasteur venait d'ailleurs parfois prendre un hot dog ou un chili chez eux. C'est le seul établissement qui est resté ouvert pendant les troubles. Quand le Dr King a été tué cette nuit-là, tout le monde était en pleurs. Tout le monde était très très triste. Et cette tristesse s'est transformée en frustration, et la frustration en colère, puis le soulèvement a commencé. Après ces 3 nuits, les magasins qui avaient été brûlés, brisés, volés n'ont jamais rouvert. L'héroïne est arrivée dans le quartier et ça a été la descente pendant les 20 années suivantes. C'est devenu un ghetto. Alors Ben Chili Bowl est ensuite devenu une institution car c'est l'une des rares enseignes qui a survécu à cette période, et désormais le quartier, autrefois appelé Black Broadway, est majoritairement blanc. Mais donc les Afro-Américains qui habitaient Black Broadway ou qui y avaient leur magasin, où sont-ils maintenant ? Alors ils ont été largement exclus de la reconstruction, les prix de l'immobilier ont flambé, ils ont été repoussés en banlieue ou dans les quartiers les plus pauvres de Washington comme Anacostia, où aujourd'hui plus de 90% de la population est noire. Alors dans ce sens, la situation n'a pas tellement changé depuis le combat du Dr King, comme l'appelaient ses fidèles. J'ai rencontré Suzette Burns à l'église noire du quartier, elle a 50 ans, est née quelques mois avant la mort du champion des droits civiques et elle a grandi à Washington. On a longtemps été appelé la ville chocolat parce que la plupart d'entre nous étions noirs. Mais à un moment, il y a eu l'arrivée de plusieurs blancs et c'était du genre « Ah, soyons tous unis ». Mais en fait, c'était plus « Débarrassons-nous de quelques noirs et ramenons plus de blancs ». Et on continue d'aller dans cette direction, malheureusement. On le voit aujourd'hui à l'échelle de la capitale, il y a vraiment encore un malaise racial dans le pays et de fortes inégalités entre blancs et noirs. Suzette le ressent au quotidien. Nous ne sommes pas du tout perçus comme étant égaux. Et donc, je pense que Martin Luther King serait très déçu aujourd'hui. C'est comme si ces dernières années, on faisait marche arrière. Il semble y avoir encore plus de racisme, plus de violence et de ce genre de choses. Sonia, on est quand même loin de la situation des années 60, non? Il y a eu des progrès depuis la mort du pasteur. Oui, par exemple, le taux d'éducation des Noirs pour les études secondaires a progressé de plus de 30% depuis les années 70. Il y a beaucoup plus de juges ou de patrons noirs. Il y a même eu un président noir. Mais il y a aussi 2 fois plus de chômage chez les Afro-Américains que chez les Blancs. Beaucoup m'ont parlé d'un racisme systémique dans la société américaine. Alors avant-hier, le jour du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, j'ai rencontré devant son mémorial Ron Meredith. Ce jeune noir travaille dans la régulation financière. Il était en train d'écouter un discours de Martin Luther King dans sa voiture en allant au travail quand il a décidé de faire un détour pour rendre hommage à quelqu'un qui est tout pour la communauté afro-américaine, selon ses mots. Mais je le sentais très amer. Ron est convaincu que son héros ne serait pas satisfait dans l'Amérique d'aujourd'hui.
On n'est toujours pas dans un pays où chacun est traité de façon juste. Vous avez de jeunes Afro-Américains qui se font tirer dessus, tuer, et personne n'est tenu pour responsable. Je pense qu'ils se battraient sur ces sujets et qu'ils seraient dans la rue. Voilà, et la grande majorité des Afro-Américains à qui j'ai parlé ces derniers jours ont mentionné ces bavures policières. Ils sont vraiment choqués. Il y a quelques semaines, un jeune noir a été tué dans son jardin en Californie car la police le croyait armé alors qu'il tenait dans la main un téléphone. Et ce mercredi, le jour même du 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King, un jeune noir qui avait des troubles mentaux a reçu 8 balles alors qu'il pointait sur les passants un bout de tuyau. Des enquêtes ont été ouvertes, mais très souvent les policiers ne sont pas inquiétés. Ce sont d'ailleurs ces violences policières qui ont déclenché l'apparition du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Noirs américains ont toujours un sentiment d'insécurité, Sonia ? Oui, c'est dramatique, mais c'est la réalité pour beaucoup, en particulier les jeunes hommes noirs à qui les parents n'hésitent pas à dire de ne pas courir ni mettre les mains dans les poches s'ils voient la police. Donc beaucoup, comme Ron, même lorsqu'ils ont un bon niveau de vie, ont l'impression de ne pas avoir tout à fait une vie normale comme celle des Blancs. On veut tous la même chose, mais tout ce qui est noir ici a moins de valeur. On veut tous être heureux, élever nos enfants, subvenir aux besoins de nos familles. L'élection de Barack Obama a suscité beaucoup d'espoir, mais finalement les inégalités n'ont pas disparu. Et puis on le voit quand on habite aux États-Unis, il y a en réalité encore peu de mixité. C'est visible dans les écoles, dans les quartiers, dans les églises. Donc beaucoup d'Afro-Américains m'ont dit qu'il fallait continuer le mouvement, qu'on était encore à mi-chemin seulement du rêve de Martin Luther King. Voilà, on a notre réponse grâce à vous. Merci Sonia d'être allée à la rencontre de ces Noirs américains pour partager avec nous leurs témoignages. À bientôt dans les carnets. Merci, à bientôt.